Pour la préservation et la mise en valeur des zones humides du Sahel, les journées portes ouvertes de Westland International Sahel Office ont eu lieu à Bamako. Des détails dans un instant. Plusieurs citoyens de la ville de Bamako ont été victimes des récentes inondations. Les habitants de Badalabou expriment leur état d'âme. Des détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur l'Actuel Média. Comme annoncé dans les titres, du 1er au 3 octobre 2024, Westland International Sahel Office a organisé des journées portes ouvertes sur les zones humides sahéliennes. Durant les 3 jours, les acteurs impliqués ont débattu, partagé et fait des recommandations pour le développement durable des zones humides du Sahel. Plus de détails dans ce compte rendu d'Abdoulaye Meiga. Placé sous le thème « Les zones humides, opportunités pour un Sahel en paix durable et prospère », les journées portes ouvertes de Westland International Sahel Office se sont tenues du 1er au 3 octobre 2024 à Bamako. Pendant ces 3 jours d'atelier, les différentes problématiques liées aux zones humides du Sahel, facteurs clés de développement durable, ont été abordés. Parmi nous, il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui « j'ignore l'importance ou j'ignore les opportunités qu'offrent les zones humides. » Les débats étaient francs et ouverts. Les analyses ont été présentées, les résultats ont été partagés. Nous nous sommes tous rendus compte et nous sommes convaincus que les zones humides peuvent constituer un pilier sûr pour le développement durable au Sahel. L'organisation de cet atelier par l'ONG Westland s'inscrit dans le cadre de sa stratégie Sahel 2020-2030 visant à soutenir les pays sahéliens dans l'atteinte des objectifs de développement durable en mettant en avant les opportunités qu'offrent les zones humides. Mesdames et messieurs, à l'issue des débats et discussions lors de ces journées portes ouvertes, le département de l'environnement se réjouit de l'avancée majeure sur l'élaboration du programme cadre qui sera, j'en suis sûr, une réponse à la forte demande de nos communautés dans le contexte politique, sécuritaire et de changement climatique et de l'appel de Bamako. Nous espérons que très rapidement Westland International au Sahel et ses partenaires avec l'accompagnement des départements concernés sont appelés à conjuguer leurs efforts pour mobiliser les investissements nécessaires à la mise en œuvre des actions prioritaires du programme et la feuille de route de l'appel de Bamako. Pour ce faire, le département en charge de l'environnement, dont je porte la voix aujourd'hui, rassure Westland International et ses partenaires de tout son soutien pour l'aboutissement du processus enclenché. Renforcer les capacités organisationnelles en matière de prévention et de gestion des conflits autour des ressources naturelles, préserver les zones humides et promouvoir l'entente entre les parties prenantes font partie des principales recommandations issues de ces 3 jours d'échange. Mettre en place une synergie entre les différents acteurs partenaires afin de parvenir à une économie d'échelle. Prendre en compte les questions sécuritaires. Renforcer le cadre législatif réglementaire afin de corriger les lacunes et éviter les antagonismes entre les différents services dans la gestion des zones humides. Renforcer la communauté autour de l'initiative Bliss. Il apparaît donc clair que malgré la vulnérabilité des zones humides, l'atteinte des objectifs de développement durable peut passer par la conservation des zones humides. En outre, il est apparu qu'en investissant $1 dans les zones humides, on rapporterait 2 à 3 fois le même montant investi dans les zones arides, avec la possibilité d'investir les bénéfices dans des investissements d'accompagnement pour la soutenabilité. Cette édition des journées portes ouvertes de Westland International a réuni plus d'une quarantaine de participants venus du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali et du Niger. Elle a permis de souligner le rôle essentiel de ces écosystèmes dans la consolidation de la paix, la stabilité et la résilience des communautés sahéliennes. Depuis quelque temps, certains quartiers de Bamako sont inondés et impraticables à cause de la montée de l'eau du fleuve Niger, en commune 4, notamment à Sévénikoro, à la cité Ifabako. Les habitants figurent parmi les plus touchés par les dégâts des inondations. Pour en savoir plus,
Nana Khadija Kouni s'est rendue sur place. Regardons ensemble son reportage. Le Mali est actuellement confronté à une situation préoccupante marquée par des inondations dévastatrices causées par le débordement du fleuve Niger. Plusieurs quartiers de Bamako et d'autres localités du pays sont gravement touchés, notamment Sévénikorosité Ifabako. Les habitants de ce quartier sont confrontés à des difficultés extrêmes, certains ayant dû recourir à des moyens improvisés pour entrer et sortir de leur maison. De nombreuses familles ont même été contraintes de quitter leur domicile face à cette surprenante montée des eaux. Je me rappelle, bien avant nous, ceux qui sont plus proches du fleuve ont été les premières victimes vers le début du mois de septembre. À force de la minimiser, nous voilà face à l'inondation, dont beaucoup ont été obligés de déménager. On a l'impression que c'est après l'inondation que les autorités commencent à chercher des solutions. Sinon, s'ils les faisaient à temps, ça allait nous éviter beaucoup de choses. Il paraît aussi que certains barrages sont ouverts aussi. Sinon, je suis à Sévénikoro depuis 2007 et c'est une première pour moi. Nos voisins qui sont partis nous manquent. Nous voulons juste que l'eau redescende pour qu'ils reviennent. Nous nous sommes préparés en conséquence en achetant des bottes pour nos déplacements entre familles. Dans ce quartier, les rues sont submergées, rendant la circulation à pied ou en voiture quasi impossible. Certaines familles ont cherché des solutions alternatives, tandis que d'autres préfèrent rester sur place tout en appelant à la vigilance. Bientôt 20 ans dans ce quartier, mais nous n'avons jamais vu une telle inondation. L'eau nous a délogés. Presque tous ceux qui habitaient dans ces côtés ont tous déménagé. Mais nous, on est là, on n'a pas d'autre choix. Nous implorons nos autorités pour qu'ils viennent faire la reconstruction de nos caniveaux. Nous devons aussi tenir compte de nos ordures en les gardant bien pour faciliter la tâche à la mairie. C'est la première fois depuis la création de cette cité qu'une inondation d'une telle ampleur frappe et les dégâts causés par la montée des eaux sont considérables. Non, depuis 2001, En 2001, nous avons été également victimes des inondations. Mais bien avant la création de la cité Ifabako, les gens en ce moment se déplaçaient avec les pirogues. Concernant les dégâts de cette année, ils sont énormes. Dans ces carrés, il ne reste que 2 personnes. Ils ont tous déménagé. Nos écoles sont inondées, ainsi que l'hôpital. L'eau a envahi nos villes. L'eau vient toujours avec force et on ne s'attend pas à cela non plus. Tant qu'il pleut, il y aura toujours une augmentation. Même s'il pleut en Guinée, ça serait toujours pareil. Certains habitants, sans autre choix, doivent adopter des méthodes improvisées pour traverser cette période difficile tout en sollicitant l'intervention des autorités. Bon, comme on est déjà, même pour sortir, ça c'est un problème. Même pour sortir, c'est devenu un problème. Finalement, nous passons la journée dans la grande famille et revient vers le soir. Même pour aller à la boutique, c'est difficile et on est obligé d'acheter tout avant de rentrer. Concernant la cuisine, nous le faisons dehors car nous n'avons plus de place dedans. Nous avons envoyé nos enfants chez une de nos sœurs. Ce que je demande à nos autorités, c'est de bien curer les fossés avant l'hivernage. Sinon, pendant l'hivernage, ça serait difficile. Aujourd'hui, l'ensemble des habitants de la cité Ifabako fait face à l'inaccessibilité totale des routes. Sori Djigini, les résidents du quartier depuis de nombreuses années, proposent des solutions temporaires pour remédier à ces problèmes. Personnellement, je suis victime de cette inondation depuis plus d'un mois. L'accès à ma maison est devenu très compliqué. Je suis obligé de faire le tour du monde. Déjà, nous sommes dans cette situation il y a un mois. D'autres ne sont plus là. Je pense que déménager n'est pas la solution. Avant d'attendre l'aide d'autrui, nous devons se donner des idées pour pouvoir trouver une meilleure solution. Solution quoi. Solution pour pouvoir trouver une bonne solution. Au Mali, les inondations sont devenues une réalité récurrente à chaque saison d'hivernage, causant d'importants dommages, notamment cette année à Sévénikorosité Ifabako. Cette inondation a non seulement engendré des pertes matérielles significatives, mais elle pose aussi des défis pour l'avenir du pays.
Concernant les aides, le chef du quartier, M. Konaté, a recensé les familles touchées avec l'appui d'une association locale et tous attendent désormais une réponse des autorités, espérant une amélioration à mesure que les eaux se retirent. Nous restons toujours dans le cadre des inondations. Suite aux pluies diluviennes qui ont provoqué des inondations et la montée des eaux du fleuve Niger, plusieurs quartiers de Bamako ont subi des dégâts importants. Badalabougou est l'un des victimes et à l'heure actuelle, ses habitants sont dans le désarroi total. Des détails dont ce reportage réalisé par Zinabou Gueye. Cela fait des années, le Mali n'a pas été confronté à une montée inquiétante des eaux du fleuve Niger. Précisément, Bozodanga de Badalabougou. Dans ce lieu, plusieurs ménages sont encore entourés des eaux. Des dégâts matériels importants, des maisons détruites et des ménages sinistrés. Certaines familles ont été forcées de déménager complètement en raison de la montée des eaux. L'eau a causé beaucoup de dégâts. Au début, le fleuve était monté, mais après, on a remarqué une réduction. Et dans la nuit, on a entendu des cris et on s'est rendu compte que le fleuve est débordé, jusqu'à ce que nos maisons sont inondées. Les gens sont venus nous aider à récupérer nos enfants. Cette inondation a détruit plus de 50 maisons et les ménages ont été détruits. Suite à cette inondation, nos hommes n'arrivent plus à pêcher des poissons et on n'arrive plus à en avoir de quoi manger. Ça fait des années que nous n'avons pas vécu cette énorme inondation. Aujourd'hui, toutes nos maisons sont détruites. On dort dans la rue. Des fois, on n'arrive pas à avoir même de quoi manger. Parfois, si on trouve des poissons, ça va. Mais si on ne trouve pas aussi, on reste sans avoir mangé. Dans cette situation dans laquelle les victimes d'inondations vivent, certaines ont déjà bénéficié des aides humanitaires, mais pas de la part des autorités maliennes selon eux. Ce n'est pas ma première fois de voir ces débordements d'eau. Cela fait à peu près 50 ans, mais cette fois-ci, le fleuve est très monté. Depuis que cette situation a commencé, on a fait appel au commissariat du quartier de Badalabougou, au maire, aux affaires sociales et même les ministères. Ils sont tous venus voir les dégâts. Nous avons à côté des travailleurs qui aident les réfugiés. Nous avons reçu de leur part des matériaux de ménage. Il y a des ambassades à côté aussi qui nous ont apporté leur soutien, en plus de certains Arabes. Mais de la part de nos autorités, nous n'avons rien reçu. À cause de ces énormes inondations, des familles se trouvent sans abri. Certaines victimes nous font part de leur détresse. Ma maison est détruite. Je dors dans la rue avec mes enfants. L'autre jour, quand il a commencé à pleuvoir, nous étions obligés de rejoindre mon grand frère et sa famille. Quand la pluie s'est arrêtée, on est sorti pour passer le reste de la nuit dehors. La maison de mon frère a été également détruite. On était obligés d'en chercher une autre à côté. On ne sait plus où aller. Les habitants de Bozodanga lancent un cri de cœur aux autorités maliennes afin de leur venir en aide. Là où nous sommes, nous n'avons rien. Il est difficile. Nous demandons des vivres à nos autorités. Nous avons besoin d'aide également. D'autres habitants sont logés dans les écoles de Daoudabougou. Nos enfants sont dehors et on ne sait plus où aller. Nous qui sommes des vendeuses de poissons, on n'arrive même plus à avoir des poissons pour vendre. Pourtant, on le faisait pour aider nos maris. Mais malheureusement, eux aussi, ils n'en trouvent point. Je leur demande de nous aider. On a besoin d'aide. La plus grande aide, c'est la nourriture. On a vraiment besoin de cela. Malgré des pertes matérielles importantes,
et les familles sinistrées, ses habitants sont toujours sans abri. Difficile pour eux de quitter les lieux à cause du manque de moyens. Ils sont plus que besoin de l'assistance de l'État. Le 7 octobre 2023, le Hamas a mené une offensive contre l'Israël. Cet acte a marqué un tournant décisif dans le conflit israélo-palestinien. C'était donc le début d'un nouveau cycle de violence. Un an après le début des conflits, que s'est-il réellement passé? Pour en savoir davantage, suivons ensemble ce commentaire. Le 7 octobre dernier, une offensive du Hamas contre l'Israël a marqué un tournant décisif dans le conflit israélo-palestinien. Plus de 1200 personnes ont trouvé la mort dans les attaques sans précédent du Hamas contre l'Israël. 250 autres étaient amenés comme otages à Gaza. Un traumatisme pour la société israélienne qui commémorera ce samedi noir dans quelques jours. Plus de 41 morts en un an. Cette montée d'effroyables violences a eu des conséquences dévastatrices sur des milliers de familles. Le nombre de victimes est sidérant des deux côtés. Parmi elles, des milliers d'enfants. Malgré plusieurs tentatives, un seul accord de cessez-le-feu a été conclu en novembre dernier. Cet accord aura permis la libération de plus de 86 otages israéliens, quelques 240 prisonniers palestiniens et 24 otages d'origine étrangère. En mars 2024, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat pendant le mois de Ramadan et la libération de tous les otages. Malgré cela, les combats ont continué. Alors que les bombardements israéliens et les combats se poursuivent dans la bande de Gaza et que la situation humanitaire ne cesse de s'y dégrader, un nouveau conflit aux conséquences potentiellement dévastatrices venait d'être évité entre Tel Aviv et Téhéran. Repliquer, mais sans trop faire de mal. C'est la ligne de conduite choisie par l'Iran et l'Israël pour clore une passe d'armes dont on a pu craindre pendant plusieurs jours qu'elle dégénère en conflit régional de grande intensité. Début avril dernier, le bombardement israélien contre une annexe de consulat iranien de Damas mettra fin à l'accord de cessez-le-feu. Cette attaque a provoqué la mort de plusieurs gardiens de la révolution affectés à Téhéran. 2 semaines plus tard, dans la nuit du 13 au 14 avril, la République islamique a déclenché une opération dénommée Promesse Honnête, que la défense anti-aérienne, plus de 300 drones et missiles ont été utilisés à l'occasion, que la défense israélienne finira par intercepter. Au mois de mai, l'intensification du combat à Rafah et les récents ordres d'évacuation militaire ont entraîné le déplacement des millions de personnes. Ces déplacés ont migré vers Al-Mawasi, une bande de terre à quelques kilomètres de la frontière égyptienne. Après des ans de combat, il ne reste plus rien, tout a été détruit, que ce soit les maisons, les hôpitaux, les écoles. 80% des infrastructures ont été détruites. Pourtant, tout porte à croire que la fin de ce combat israélo-palestinien n'est pas pour aujourd'hui. Surtout après l'élimination le 27 septembre du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, tué lors d'un bombardement israélien dans la banlieue sud de Beyrouth. Quant à l'armée israélienne, elle a promis jeudi qu'elle continuerait à infliger des coups sévères au Hezbollah. À présent, l'actualité nationale et internationale avec la voix et la compilation en bref et en images d'Oumou Koulibaly. Après le report de la rentrée académique du 1er octobre par le ministre de l'Éducation pour des raisons de catastrophe nationale, M. Bourema Kansaï, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a lui aussi procédé hier mercredi 2 octobre 2024 au report de la rentrée universitaire 2024-2025. En conséquence, la reprise est prévue pour le 4 novembre 2024. Sur toute l'étendue du territoire national. Le jeudi 3 octobre 2024, l'ancien Premier ministre de l'Intérieur et redevenu député Gérald Darmanin s'est fortement opposé au nouveau projet de budget du Premier ministre Michel Barnier. Dans son projet de budget 2025, le gouvernement prévoit de générer 60 milliards d'euros d'économies en réduisant fortement les dépenses et en augmentant les recettes de l'État. Le texte sera présenté avec un retard conséquent le 10 octobre, soit 9 jours après la déclaration de politique générale du Premier ministre Michel Barnier. L'ancien ministre de l'Intérieur critique les augmentations d'impôts qu'il juge inadmissibles. Pour l'instant, le budget tel qu'il est annoncé me paraît inacceptable, a déclaré sur France Info celui qui fut aussi ministre des Comptes publics entre 2017 et 2020. Je ne voterai pas une augmentation
augmentation d'impôts, a-t-il menacé. Même si celle-ci ne concerne que les très riches et les grandes entreprises, selon lui, ce ne sont que des propositions de réforme structurelle. Après 2 ans et demi de combats meurtriers, l'Ukraine a annoncé ce mercredi se retirer de Vuhledar dans l'est de l'Ukraine en la cédant aux Russes. Cette décision intervient après plus de 2 ans de combat, cela dans l'optique de sauver les hommes et les équipements militaires, mais aussi pour prendre de nouvelles positions pour la suite des opérations. L'annonce a été faite par le gouvernement de force Khortytsia, chargé des opérations dans cette zone, sur Telegram. Cette annonce vient confirmer les informations relayées par des sites spécialisés dans l'analyse des sources ouvertes sur le conflit en Ukraine. Ces dernières semaines, plusieurs responsables ukrainiens avaient suggéré que la prise de la ville était proche. Mardi, les images de soldats déployant le drapeau russe sur l'administration municipale ont commencé à circuler en ligne. Il y a 75 ans, Mao Zedong proclamait la fondation de la République populaire de Chine, un événement célébré chaque année le 1er octobre, qui est désormais un jour férié. À cette occasion, de nombreux Chinois visitent les sites historiques en participant au tourisme rouge, qui encourage le patriotisme. Pékin met l'accent sur cette forme de tourisme pour renforcer la mémoire du passé et l'héritage du Parti communiste. Mao Zedong était un homme d'État et chef militaire chinois. Il est aussi le fondateur d'un régime dictatorial et totalitaire et a été le principal dirigeant de 1949 à sa mort. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce JT hebdomadaire que j'ai eu l'honneur de présenter. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Actuel Média. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.